seul but, c'était d'essayer de vulgariser dans un vocabulaire simple mais extrêmement précis ce qu'était le télétravail en France pour éviter un certain nombre d'idées reçues, beaucoup de fausses idées qui circulent et que l'on retrouve énormément en entreprise. Donc le but était de clarifier le jeu. Alors je vais essayer de le faire pour vous ce soir aussi. De toute façon, vous pouvez... je ne suis pas toujours à jour, ce qui est le cas en ce moment, parce que je n'ai pas toujours assez de temps pour écrire. Et puis, je sais bien que les développeurs, en général, ils passent beaucoup de nuits blanches, qui travaillent beaucoup la nuit. Moi, c'est pas que j'aime pas travailler la nuit, mais j'ai besoin de dormir. Alors, c'est le jour ou la nuit, mais il faut que je dorme, et par conséquent, je manque régulièrement un peu de temps pour tenir mon blog à jour. N'empêche qu'il y a, en général, un aspect qui est toujours tenu à jour, c'est le petit onglet que vous voyez là-haut qui s'appelle « Droit et accords », où tout ce qui se passe sur le plan strictement juridique et de nouvelles signatures d'accords d'entreprise est tenu à jour. Et quand j'arrive à trouver les accords disponibles sur Internet, ils ne sont pas toujours faciles à trouver, parce que les entreprises n'en font pas vraiment la publication ou la publicité. Je mets les liens directs, bien entendu, de manière à offrir un champ de lecture comparative aux personnes qui s'intéressent au sujet. Vous avez également sur ce côté-ci du blog un petit bouton qui peut vous aider, qui s'appelle Veille, où j'essaye aussi de tenir régulièrement une veille à jour sur le sujet. Alors, vous avez choisi comme thème « Siffler en travaillant ». Et puis moi, je dis en télétravaillant, bien sûr, parce que je crois qu'on a plus souvent l'occasion de le faire en télétravaillant qu'en travaillant tout simplement. Parce qu'en général, comme vous le rappeliez avec votre histoire des 7 nains, quand on siffle, c'est qu'on est heureux, on est content, on est détendu. Or, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? C'est qu'on a un fléau majeur dans le monde du travail, qui sont les trajets domicile-travail. Vous avez ici une image réelle qui a été prise en haut de la 118, le matin, et c'est pareil quasiment à toute heure de la journée. On voit que les temps de transport moyens, j'ai pris ici l'Île-de-France, et les chiffres que je vous donne, ce n'est pas des ondits, je peux vous donner toutes les sources. En général, j'essaye de m'appuyer sur des documents ou officiels ou des études scientifiques. On voit qu'un temps moyen de déplacement pour un salarié, pour un travailleur en Île-de-France, est minimum d'1h30 par jour. Alors 1h30, dans des conditions de transport que je pense vous connaissez tous, qui sont soit celles que l'on vient de voir sur la route, et 72% des personnes font le déplacement en voiture, soit ce que nous connaissons régulièrement les uns et les autres, qui sont celles des métros qui sont arrivés pour la plupart complètement à saturation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration rapide, prévisible, sur les conditions de transport. Et ces conditions de transport sont finalement génératrices de stress, de fatigue, de retard, et on se rend compte que la plupart des gens qui arrivent au bureau n'arrivent pas en sifflotant. Loin de là. Et après, on se dit, mais finalement, pourquoi ont-ils fait ce trajet? Et on voit que la plupart d'entre eux, c'est pourquoi? C'est pour aller s'asseoir derrière un écran et travailler sur un PC, qu'il soit un Mac ou un PC, peu importe, ce qu'ils auraient pu faire n'importe où. Pourquoi faut-il perdre autant de temps de vie quotidiennement? Et j'insiste sur ce temps de vie, puisque vous-même vous en avez aussi parlé tout à l'heure, en disant finalement s'occuper d'une assoce, d'un club, c'est sympa, c'est bien, ça fait progresser la chose, il y a beaucoup de camaraderie, mais c'est quand même du temps qu'on prend à notre famille. Alors là, je dirais que vous avez quand même une finalité très noble à travers le jug. Je pense que les temps de trajet, c'est pas du tout aussi noble que ça, parce que la finalité n'a pas autant de sens et n'est pas productrice de valeur comme ce que vous pouvez faire dans votre association. Quelles sont les conséquences immédiates pour lesquelles la France est aujourd'hui un triple champion qui multiplie les handicaps,
C'est tout simplement que nous avons le taux d'absentéisme le plus élevé au monde, au jour d'aujourd'hui, en France. C'est que nous sommes les plus grands consommateurs de psychotropes d'Europe et que les risques psychosociaux sont en train de monter en flèche dans les maladies professionnelles et deviennent donc un nouveau type de maladie professionnelle. Alors, je ne vais pas du tout faire dans le misérabilisme et m'appesantir sur certains drames dont on a beaucoup parlé dans le monde du travail. Vous le savez aussi bien que moi, les conditions de travail sont devenues beaucoup plus difficiles pour une grande majorité des salariés ces dernières années. Donc, je pense très sincèrement qu'il est temps de commencer à travailler autrement. Et travailler autrement, moi, je crois que ça peut être notamment par le télétravail. Alors, on va essayer de comprendre ce que recouvre exactement le télétravail pour éviter toute ambiguïté sur le terme. Alors, vous avez une belle définition en France, je ne vais pas vous la lire, c'est pas important. Donc, on va aller à l'essentiel par rapport à cette définition. C'est tout simplement, ça s'adresse à des salariés. Donc, je suis navrée pour vous, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, qui êtes des indépendants, des auto-entrepreneurs et qui vous croyez des télétravailleurs, vous n'en êtes pas. Vous n'en êtes pas tout simplement parce que la définition française est beaucoup plus précise que n'était la définition européenne au départ, fixée en 2002. Elle ne s'adresse qu'à des salariés avec un contrat de travail. Donc là, le champ est clair, ça veut dire que c'est quelque chose qui relève du droit du travail, ce qui ne concerne pas un auto-entrepreneur ou un indépendant, puisque lui, il sera dépendant du statut qu'il a choisi, qui très souvent est beaucoup plus un statut commercial et fiscal, mais qui n'a rien à voir avec le droit du travail, sauf à partir du moment où il aurait des salariés. Donc là-dessus, les choses sont claires. Pour qu'il soit question de télétravail, il faut qu'il y ait une utilisation des technologies de l'information et de la communication, donc des TIC. Et il faut que le travail qui normalement devrait s'effectuer dans les locaux de l'employeur soit effectué régulièrement, et le mot régulièrement est extrêmement important, ailleurs. Et quand je dis ailleurs, c'est n'importe où qui sera convenu contractuellement avec l'employeur. Donc ça peut être au domicile, ça peut être dans une résidence secondaire, ça peut être dans un autre lieu, établissement de la même entreprise, ça peut être dans un tiers-lieu comme un télécentre, on en reparlera tout à l'heure, mais ce n'est pas dans le lieu habituel qui a été fixé au moment où vous avez signé votre contrat, si vous êtes déjà salarié. Et si vous êtes jeune embauché dans une entreprise qui vous propose un poste en télétravail, le nombre de jours sera défini avec vous et le lieu dans lequel vous travaillerez ces jours-là sera défini aussi. Et c'est un des rares éléments extrêmement importants dans un contrat de travail, puisque évidemment il engage la responsabilité de l'employeur. Responsabilité qui, bien entendu, a des conséquences juridiques si un certain nombre d'éléments ne sont pas respectés. Donc c'est la raison pour laquelle il est toujours indispensable de savoir où s'exécute le travail. Et la notion de régularité est également importante parce que c'est elle qui va conférer le fait qu'il s'agisse de télétravail et non pas, j'allais dire, d'un besoin ponctuel, occasionnel, qui nous arrive à tous, le dossier qu'on n'a pas terminé qui est urgent, le travail qu'on emporte une fois de temps en temps le soir, qu'on appelle généralement du travail déporté. Donc ce n'est pas ça. C'est réellement un mode d'organisation du travail dans lequel la manière dont le travail va se dérouler et le lieu où il va se passer, la fréquence à laquelle il se passera ailleurs que chez l'employeur est contractuellement définie. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous ici
qui ont un contrat de travail de cette nature ou un avenant à leur contrat de travail. Oui, d'accord. 3. 3 sur 500. Pas mal, hein? Donc on voit où on en est en France. On va dire un petit mot tout à l'heure sur les chiffres. Et ces chiffres, vous allez voir, ils veulent finalement pas dire grand-chose. Avant de parler des chiffres, on va essayer de retracer le déroulement de ce qui s'est passé ces dernières années en France pour comprendre comment le phénomène se développe et surtout essayer de savoir où sont les différents freins. Alors, je sais bien que vous m'avez dit, dans ce genre de présentation, on n'écrit pas, on met des images. Quand on parle de droit, à part mettre une balance ou le petit chapeau des juges, qui ne voudrait pas dire grand-chose ici, de temps en temps, il faut quand même faire référence à des dates et à des textes. Donc, il y a quand même une des diapos qui est de cette nature. On a un accord national interprofessionnel qui a été signé en juillet 2005. Ce n'est donc que depuis 2005 que nous avons une définition officielle en France de ce qu'est le télétravail. C'est donc ce dont je viens de vous parler, les salariés, la régularité, les technologies et un lieu bien déterminé. Cet accord a été étendu et au niveau du droit, ça veut dire qu'il couvre les populations salariées qui dépendent même d'autres instances sociales que celles qui ont initialement signé l'accord de base. Ne sont pas couverts aujourd'hui par cette extension de l'ANI les professions agricoles, les professions libérales et le secteur public qui, contrairement à l'accord européen, avait signé l'accord télétravail. En France, les représentants syndicaux du secteur public ne l'ont pas fait. Mais vous allez voir tout de suite que le secteur public est en train de bouger assez fortement et assez profondément. On a un seul accord de branche en France, c'est celui de la branche télécom. Donc c'est ce qui couvre bien entendu les entreprises qui dépendent de cette branche d'activité. Vous avez donc l'accord télétravail de France Télécom Orange par exemple. Il y a des négociations qui sont en cours chez SFR. Il y a un pilote qui est en train de démarrer chez Bouygues Télécom. Donc ces entreprises-là, lorsqu'elles passent à la table de négociation, si je puis dire, leur texte de référence, c'est leur accord de branche qui déroge de l'accord national interprofessionnel pour tenir compte des spécificités de l'activité ou des métiers de cette branche. On a aujourd'hui une bonne trentaine d'accords qui ont été signés, essentiellement dans des grandes entreprises. Il y a par exemple un de vos sponsors, Oracle, qui a signé un accord de ce type. Il y a HP qui a signé, il y a Schneider Electric, il y a Air France et bien d'autres. Vous savez maintenant où trouver l'information sur mon blog. Et puis, il y a toujours des grincheux parmi les DRH. Des grincheux qui disent, moi, tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a rien qui se passera chez moi. Il n'y aura pas de télétravail dans mon entreprise tant qu'il n'y a pas de loi. On en est là, malheureusement, alors qu'en réalité, le fait de pouvoir négocier un accord offre beaucoup plus de souplesse que n'offrirait la loi. N'empêche que c'est une réalité qu'il nous faut regarder en face aussi. Il y a eu une tentative en octobre 2008 avec une proposition de loi qui n'a pas abouti et une nouvelle proposition en avril 2009. Alors juste pour ceux parmi vous qui ne sauraient pas la subtile nuance qu'il y a entre une proposition de loi et un projet de loi, une proposition émane de parlementaires. Donc ce sont des parlementaires qui proposent un texte alors qu'un projet vient du gouvernement. Alors ça ne veut pas dire que lorsque c'est une proposition, le gouvernement est exclu, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, mais ça veut dire que le texte est porté par les parlementaires qui signent cette proposition, qui engagent la négociation avec le gouvernement, et puis qui, bien entendu, engage le débat au Parlement. Alors, cette fameuse proposition qui s'appelait « Faciliter le maintien et la création d'emplois »,
a l'énorme défaut, quelque part, de traiter de 4 sujets différents, dont celui du télétravail. C'est-à-dire que sur l'ensemble des articles de cette proposition de loi, il n'y a que les articles 9 à 11 qui concernent directement le télétravail. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un texte de cette nature, il est indissociable. Donc s'il y a un des éléments qui bloque pour une raison quelconque, l'ensemble est bloqué. Et c'est ce qui se passe. Cette proposition de loi a été votée en première lecture à l'Assemblée en juin 2009 et depuis, il n'y a plus rien qui s'est passé sur le plan du processus législatif. Un rapporteur a été nommé au Sénat et on en est toujours là depuis juin 2009. Par contre, faute d'avancer dans le processus législatif, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé à l'anniversaire d'1 an de cette signature, c'est-à-dire en juin 2010, il y a une réunion qui a été organisée au Sénat à laquelle a participé Georges Tron, secrétaire d'État à la fonction publique, qui s'est publiquement engagé ce jour-là à développer le télétravail dans les fonctions publiques. Alors évidemment, moi personnellement, j'étais très contente. Pourquoi ? Parce que je suis toujours partie du principe qu'en France, on vit dans un pays où tant que l'État n'a pas montré l'exemple, il n'y a pas nécessairement grand-chose qui se passe. Et donc, si l'État tout d'un coup devient un moteur pour faire évoluer les organisations du travail et introduire les modes et les possibilités de flexibilité offertes par le télétravail, il y a de fortes chances que même des DRH grincheux auxquels je faisais référence tout à l'heure puissent bouger aussi, même si le processus législatif n'a pas encore abouti. Alors on a vu passer l'été, on s'est dit de toute façon c'est juin, il n'y a rien qui va se passer avant la rentrée, à la rentrée, septembre, octobre, novembre, il n'y a rien qui se passe. Mais décembre a été un mois révélateur. Pourquoi ? Parce que les partenaires sociaux et le DRH de l'administration centrale de Bercy ont signé une convention pour lancer un pilote de télétravail qui va démarrer prochainement, puisqu'il est prévu de se dérouler à partir du premier semestre de 2011. Donc, nous avons un mouvement fort qui est en train de partir de Bercy et on peut imaginer, vu je dirais, la dynamique que représente Bercy en matière d'évolution d'organisation du travail par rapport à certaines autres administrations, qu'il y a fort à parier que les choses vont suivre un peu partout. Sur le plan territorial, il y a d'autres avancées. Il y a des conseils généraux qui sont très actifs sur le sujet depuis près de 2 ans. Je pense par exemple au Finistère, je pense au Puy-de-Dôme, et je pense plus récemment à l'Orne, où, après avoir mené une réflexion qui a amené le territoire à développer des télécentres, il y a également maintenant un début de développement de télétravail au sein même des services du Conseil général. Donc les choses évoluent beaucoup dans le secteur public, et actuellement, elles évoluent extrêmement rapidement dans le secteur privé, à une vitesse qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent, et ceci depuis la rentrée de l'année dernière. Vous seriez étonné du nombre d'entreprises, de très grosses entreprises, semi-publiques. Quand je dis semi-public, je m'entends, c'est quelquefois des grosses entreprises du secteur public qui ont changé de statut, mais qui ne sont pas encore bien adaptées à leur statut complètement privé, ou de grosses entreprises privées qui sont en train de mener une réflexion sur leur organisation pour introduire le télétravail, ou qui sont en phase de lancement de pilotes sur cette partie de 2011 qui devrait se terminer à la rentrée, ce qui veut dire que probablement à la fin de 2011, on aura un bilan qui n'aura plus rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à présent en matière de télétravail. Et je crois qu'on pourra dire très concrètement que la France a enfin fait un pas pour faire bouger ses organisations
qui était encore très traditionnel, hiérarchique, de type industriel classique et en général très peu adapté à toutes les nouvelles professions, nouveaux métiers et aux nouvelles activités qui se développent. Et je dirais, vous en êtes un exemple vivant, parce que la plupart d'entre vous, vous devriez pouvoir travailler à peu près de n'importe où. Alors, les chiffres. C'est un sujet que je n'aime pas du tout, non pas parce que j'aime pas les maths, mais parce qu'en France, c'est une véritable fumisterie, excusez-moi le terme, mais il n'y en a pas d'autre. Vous entendez toujours dire la France est en retard, la France est en retard. En retard de quoi, on ne sait pas trop, par rapport à quoi, on sait encore moins, et comparé comment, on n'a pas les bonnes bases. On répète toujours le chiffre, en France, il y a 7% de télétravailleurs. Ce chiffre, il a été, alors c'est le seul qui a été calculé avec exactitude par des gens qui connaissent le métier, puisque c'est la DARES, en 2004, en août 2004 exactement, au moment où le ministre du Travail de l'époque, qui était Gérard Larcher, actuel président du Sénat, avait commandé un rapport qui a été réalisé par le Forum des droits sur l'Internet, auquel j'ai participé activement, et où, au bout d'un an de travail, entre autres, se posait la question des chiffres, et complètement lassé par le fait qu'il n'y avait aucun chiffre fiable disponible, la DARES a fait un travail extrêmement précis. Depuis, il n'y a eu aucun travail systématique qui a été fait sur le calcul du nombre de télétravailleurs en France. En soi, ce n'est pas très important, sauf lorsqu'on vous dit en Finlande ils sont 34%, aux États-Unis ils sont 25%, etc. etc. C'est pour ça qu'après on dit ben, la France est en retard. Ce que l'on oublie quand on dit ça, c'est qu'en fait, il y a un phénomène de fond qui s'est quand même développé, que moi j'appelle le télétravail gris. C'est celui qui n'est pas contractualisé, parce que je suis persuadée que si je demandais maintenant à vous de lever la main si vous pouvez télétravailler, c'est-à-dire aller travailler ailleurs qu'au bureau, mais que vous n'avez pas de contrat le précisant, il y aurait plus que 3 mains qui se lèveraient dans la salle. Donc aujourd'hui, on est essentiellement dans un monde du travail qui évolue, qui s'adapte aux nécessités du marché, qui s'adapte à des contraintes, mais qui par contre ne contractualise pas, et donc on est dans de l'informel total, qui peut se retourner contre les partis du jour au lendemain, j'aurais tendance à dire selon l'humeur du jour, parce que c'est tout à fait possible, ou aussi selon la situation ponctuelle qui arrivera, qui posera un problème juridique. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris conscience que cette organisation informelle pouvait durer un certain temps, permettre de se rendre compte si finalement c'était possible, mais qu'il était quand même souhaitable, lorsqu'on a une responsabilité importante vis-à-vis de ses salariés, de contractualiser. Et on se rend compte d'ailleurs qu'énormément de négociations démarrent dans le cadre d'un déménagement, soit juste avant, quand on a un peu de visibilité et qu'on se dit qu'on risque d'avoir des problèmes sociaux parce qu'on va encore allonger les temps de trajet, ce qui arrive la plupart du temps avec les déménagements, soit juste après pour essayer de colmater le feu qui a été allumé. Ce que l'on voit aussi, c'est que malheureusement, dans ces cas-là, la réflexion sur le télétravail n'est pas menée à bon escient au bon moment. Tout simplement parce que c'est une réflexion d'organisation qui doit être menée. Et si on l'amène après le déménagement pour combler une difficulté sociale qui surgit, on sera passé à côté de l'essentiel pour aménager correctement les nouveaux locaux. Et ça, je pense que Catherine Gall, tout à l'heure, vous en parlera. Alors moi, ce qui me frappe le plus, c'est que chaque fois que je suis en face d'un client pour parler du télétravail, pour voir comment on va s'y prendre pour
lancer un projet, pour démarrer une discussion avec les instances représentatives du personnel. Comment ça va se passer au niveau du management? La seule question qui vient, c'est mais comment je vais contrôler? Alors là, j'avoue que je reste pantoise parce que si finalement le rôle du manager se limite à contrôler, pourquoi y a-t-il autant de managers alors qu'on a des tableurs et autres outils de reporting, des tableaux qu'on remplit à longueur de journée sur tout ce qu'on fait, qui sont plus que suffisants et qui sont même beaucoup trop encombrants la plupart du temps parce que la plupart des chiffres ne sont même jamais analysés. On a un problème profond de management de proximité qui a plombé le développement du télétravail. Pendant des années, on a dit « Ah, c'est à cause des syndicats ». Puis quand c'était plus des syndicats, « Ah, mais c'est à cause du droit ». Après, quand c'était plus le droit parce qu'il y avait l'accord national interprofessionnel, on a dit « Ah, ben c'est parce que c'est la culture des Français. Les Français, ils ne sont pas comme les autres, il faut qu'ils se voient. Il faut qu'ils soient dans un collectif physique. » Ben non, le vrai problème, il est au niveau du management. Alors, quand on dit management, moi, je voudrais qu'on soit très précis là-dessus, parce que le management, c'est quoi? C'est un tout. Ça va du président jusqu'à toutes les couches managériales. Le vrai problème aujourd'hui, il est au niveau du management de proximité, ce qu'on appelle souvent le première ligne ou le manager direct. Et on se rend compte que finalement, un des éléments qui manque énormément, c'est l'élément clé dans la vie, c'est la confiance. Or, aujourd'hui, on se rend compte que dans énormément d'organisations, il y a plus de défiance que de confiance. On comble cette espèce de vide par des tableaux qu'on fait remplir pour dire qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui on le fait. Mais réellement, le rôle du manager qui doit être celui qui doit vous accompagner, qui doit vous aider à progresser, qui doit vous soutenir dans des moments difficiles, il a de plus en plus disparu. Et je dirais quelque part, on est à un stade où il faut réinventer le management de proximité. Et en fait, les managers de proximité, je crois qu'ils sont complètement écrasés aujourd'hui entre deux situations qui sont quasiment incompatibles et invivables. C'est qu'ils ont une pression de plus en plus forte au-dessus d'eux pour prouver, pour démontrer ce qu'ils apportent comme valeur ajoutée à l'organisation et aux résultats, d'où cette phobie des tableurs. Et en même temps, ils sont déconnectés de la réalité quotidienne du métier exercé par leurs collaborateurs directs. Et très souvent, ils ont même perdu une partie de leur technicité, de leurs compétences spécifiques qui leur a permis de devenir manager. Et les réflexions qui sont en cours en ce moment auprès d'un certain nombre de personnes qui réfléchissent sur ce sujet, c'est de se dire, mais en France, il y a quelque chose qui manque terriblement, qui n'est pas reconnu, qui, à l'intérieur de l'entreprise, je parle, qui sont les experts, les filières d'expertise. Parce qu'aujourd'hui, si on est bon dans son métier, la seule manière d'être promu et d'avancer, c'est de devenir manager. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un super développeur, que vous êtes un merveilleux chef de projet avec des développeurs, que vous serez nécessairement un très bon manager, ou en plus que vous seriez heureux de l'être. Donc on a un vrai problème à ce niveau-là. C'est que je pense qu'il faut qu'on se mette à faire bouger, je ne sais pas encore comment, mais si on s'y met à plusieurs, on va trouver, à faire bouger ce manque total en France de filières d'expertise à l'intérieur des entreprises. Et que ce soit des filières qui permettent une progression en améliorant ses compétences et en étant reconnu, et j'allais dire, il n'y a pas que le management qui est une voie royale pour dire qu'on est meilleur que les autres.
des lieux de travail. Aujourd'hui, c'est un sujet qui excite beaucoup parce qu'en fait, on se rend très bien compte que aller tous les jours dans un open space, d'abord on n'y sifflera pas. Par contre, qu'est-ce qu'on subit aujourd'hui comme nuisance, notamment avec cette merveilleuse évolution de la voiture IP, où tout le monde, le casque sur l'oreille, fait son conference call publiquement dans l'open space, et puis finalement, on ne s'entend pas. Ce qui est assez impressionnant, c'est que chaque fois que vous demandez à une personne qui est volontaire pour télétravailler, mais pourquoi veux-tu télétravailler? Systématiquement, la première réponse, c'est pour avoir de meilleures conditions de travail. C'est pour pouvoir me concentrer. Et en fait, on se rend compte, et c'est vraiment dommage de passer à côté. La valeur travail est la valeur numéro 2 pour les Français. La première étant la famille. C'est dire si le Français a un atavisme qui l'attache au travail. Il aime en général son travail et il aime se réaliser dans un travail qui lui plaît. Par contre, il n'est généralement plus dans des conditions qui le permettent de l'exécuter de manière épanouie et la plus productive qui soit. Et d'ailleurs, c'est quand même pas un hasard si il est aujourd'hui communément admis que les télétravailleurs sont nettement plus productifs que les personnes qui travaillent au bureau. C'est pas qu'ils soient plus intelligents tout d'un coup parce qu'ils deviennent télétravailleurs. C'est tout simplement qu'ils sont dans des conditions de travail choisies. Alors je n'ai jamais dit non plus que c'était tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois, chaque année. Le bon équilibre qui semble surgir à travers les études dans les pays qui ont plus d'ancienneté que nous dans la mise en place du télétravail semble dire que c'est 2 à 3 jours par semaine qui est un optimal. Donc ça permet absolument de conserver ce qui est très cher à certains qu'ils appellent collectif de travail, mais je crois que là aussi il y a plein de fausses idées parce que je connais énormément de personnes qui télétravaillent et qui ne se sentent pas du tout isolées, ce qui est une image toute faite, une idée reçue encore de ceux qui n'ont jamais télétravaillé. Surtout avec les outils dont nous disposons actuellement, j'allais dire, la messagerie instantanée est par exemple un outil fabuleux dont je pense vous vous servez tous et dans la communauté de télétravailleurs dont on se sert énormément aussi, mais en entreprise, la messagerie instantanée n'est pas encore très développée. Les pratiques sont quasiment nulles au jour d'aujourd'hui. Donc il y a énormément de petits outils qui sont arrivés à travers cette vague de 2.0 qui aujourd'hui facilitent le fait de vivre virtuellement dans un collectif et de s'y sentir très bien. Alors je ne veux pas opposer le virtuel au réel ou au physique, mais je veux simplement dire que le virtuel n'est pas quelque chose qui vous coupe du monde réel, loin de là. Donc, pour revenir sur les lieux, on voit que sur cette image qui est, je pense, qui a été faite avec un brin d'humour, lorsqu'il fallait se rencontrer ailleurs qu'au bureau, c'était un peu, ah ben moi je vais dans un 5 étoiles, moi j'ai pas les moyens, je vais dans un petit hôtel, louer une salle de conférence, ou faire une réunion à l'extérieur. Et tout ça est en train de voler en éclats également. D'ailleurs, la plupart des hôtels sont en train de réfléchir à une refonte complète de ce qui s'appelait communément les business centers. Ils ont compris, sous l'impulsion du mouvement que l'on appelle communément de coworking, qu'aujourd'hui les personnes attendaient tout autre chose. Alors je pense que mon ami Luc ici va certainement pouvoir vous en parler plus longuement à la pause aussi. Le coworking n'est pas non plus la panacée universelle pour tout, parce qu'en fait, lorsqu'un salarié
va aller travailler dans un autre lieu que chez lui ou qu'au bureau, en général, il faudra qu'il y trouve des conditions de travail qui soient agréées par son employeur. C'est toute la raison pour laquelle on est aussi quelques-uns à être très actifs dans une association qui milite pour le développement de télécentres sous le label Actipol 21 pour que justement les télécentres en question puissent être labellisés pour montrer qu'ils correspondent à des conditions d'aménagement qui répondent aux contraintes auxquelles un employeur doit faire face. Par contre, l'intérêt de ces lieux, c'est ce que moi j'ai tendance à appeler le métissage professionnel, qui est d'une richesse extraordinaire. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont soit dans les mêmes métiers que les vôtres, soit dans des métiers légèrement différents mais dans d'autres structures. Et au moment où la machine à café existant là aussi, ou bien au moment du déjeuner, vous allez discuter. À partir du moment où chacun a la probité et la responsabilité éthique vis-à-vis de son contrat de travail, il n'y a vraiment aucun problème à se mélanger et à s'enrichir au contact des autres. C'est notamment un des éléments qui fait toute l'attraction des espaces de coworking aujourd'hui, de type la cantine. Ça m'a beaucoup frappé quand je posais la question à quelques personnes rencontrées à la cantine en leur demandant « Pourquoi venez-vous ici ?» Alors, c'est pas parce que c'est joli, c'est pas parce que c'est nécessairement très confortable. La réponse systématique, c'est parce que je sais qu'en venant ici, je vais de toute façon rencontrer quelqu'un qui sera intéressant. Et quelqu'un que je ne connais pas nécessairement, mais avec qui je sais que du fait que nous soyons tous les deux dans ce lieu, nous pourrons facilement parler ensemble, échanger, discuter et nous enrichir de nos compétences et de nos connaissances respectives. Donc c'est en quelque sorte cette démarche de partage et de collaboration qui s'est amplifiée, notamment à travers le mouvement 2.0, que l'on retrouve aujourd'hui dans la recherche de qualité d'espace de travail. Donc je pense qu'il est plus que temps que les dirigeants commencent à penser autrement, parce qu'à force de dire il n'y a pas le droit, il n'y a pas ceci, comme le disaient les Shadocks, c'est le chaud, le froid, le sec, l'humidité, il y a toujours une bonne excuse pour qu'on ne fasse pas. Ce temps, il est révolu, parce que ceux qui ne vont pas faire aujourd'hui, je crois qu'ils n'existeront plus demain. Merci.